Bienvenue sur notre émission spéciale dédiée aux coulisses fascinantes du renseignement et de l'espionnage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, ancien officier du KGB, auteur et analyste géopolitique. Avec son expertise unique et son expérience au cœur des opérations clandestines, il nous offre un regard rare sur les rouages des services secrets russes et les dynamiques de pouvoir au Kremlin. Bienvenue, Sergei Girnov. Merci beaucoup. Bonjour Aurélien et bonjour à tous nos auditeurs et spectateurs. C'est toujours un plaisir en fait de vous recevoir ici aux ondes clandestines, sachant que c'est moi qui vais faire votre mini bio en fait cette fois-ci. Vous êtes le premier agent russe à infiltrer l'ENA en France, et vous me corrigez si je me trompe. Il a évolué, vous avez évolué. Déjà, Oui, oui, si, oui. si je peux me permettre, déjà vous avez commis une petite faute. Vous avez dit Oui. agent. Agent, Ah oui, c'est le mot anglo-saxon qui est employé à tort en France. Donc on dit officier traitant. officier traitant, premier officier traitant, c'est vrai, russe, a infiltré l'ENA en France. Vous avez évolué dans les cercles d'élite du renseignement soviétique avant de vous exiler en 2001 pour dénoncer les régimes du régime russe. Depuis, vous êtes devenu une figure, une voix incontournable pour décrypter les enjeux géopolitiques et les stratégies des services secrets. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont L'éclaireur, L'engrenage et autres, et plus récemment, en fait, L'ombre des légendes, dont vous allez nous en dire davantage. Vous partagez sans détour vos analyses sur Vladimir Poutine, en fait, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, 4 fois, me semble-t-il, et sur la guerre en Ukraine, que vous qualifiez de kamikaze pour la Russie. Alors, dans cette émission, on va explorer, en fait, votre parcours hors norme, vos missions sous couverture, vos prises de position pour le Kremlin. Préparez-vous, en fait, pour une plongée captivante dans un univers où manipulation et stratégie sont maîtres mots. Restez avec nous, en fait, pour découvrir ce que vous avez à révéler sur le monde opaque de l'espionnage. Alors, Sergueï, merci d'avoir accepté mon invitation. Très bien, ça me fait plaisir. L'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale parce qu'on va traiter dans un premier temps de votre dernier roman qui n'est pas encore paru, L'ombre des légendes, et que vous êtes venu en fait présenter les contours aux ondes clandestines. Et puis ensuite, dans un deuxième plan, on va évoquer en fait le questionnaire du renseignement, un questionnaire adapté librement de Proust en fait pour le renseignement, ce qui à mon sens aujourd'hui n'a pas encore été fait. Donc, à travers en fait ces questions posées, en fait que vous aurez à faire, le joueur en fait, donc vous pourrez librement évoquer vos goûts et vos propres convictions en fait sur ce questionnaire. Alors, Sergueï, merci donc d'être parmi nous. Euh, comment s'est passée la rédaction de votre dernier roman? Ah, déjà, je vous corrige encore une fois. Oui, me Alors, corrigez-moi, j'adore ça. ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un roman. Le roman, c'est mon dernier livre Ah oui, exact. qui est édité, qui est Les Pires Amis. Là, c'est un roman. Et donc, en fait, L'ombre des légendes, c'est un essai. Hein. C'est un livre documentaire dans lequel, en fait, j'ai décidé de raconter 15 histoires d'espionnage que je considère on peut dire les plus grandes histoires d'espionnage. Bon, après, c'est un peu prétentieux parce que j'ai inclus aussi la mienne, un tout petit peu, pour ceux qui ne me connaissaient pas, parce qu'à Ouais. chaque livre, j'espère avoir d'autres lecteurs qui n'ont encore, qui me connaissent pas encore comme écrivain. Mais ils sont nombreux, Donc, ils sont nombreux en fait déjà maintenant. merci. Merci. Et puis je raconte pour la première fois l'histoire de quelqu'un que j'ai connu, qui n'est pas très connu d'ailleurs. Son histoire est très peu connue dans le monde francophone. Elle est un tout petit peu connue dans le monde anglophone. Donc en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études à l'Institut Andropov. C'est l'école qui forme les espions. Et puis après, en 1991. Il a quitté le KGB, il est passé de l'autre côté, de l'autre côté de la frontière. En fait, il a défecté chez les Anglais. Et Mhm. puis après, mal fini. Donc, je raconte aussi cette histoire inédite. Et après, je reprends les grandes histoires, mais toujours avec mon regard de l'intérieur, si vous voulez, parce que en fait, la plupart de ces histoires sont connues des spécialistes, bien évidemment, sont peut-être moins connus du grand public.
Oui. Et surtout, en fait, quand ils sont connus du grand public, ils sont racontés soit par les écrivains, soit par les historiens, soit par les journalistes. C'est-à-dire, dans les trois cas, ce sont les personnes extérieures au service. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un regard, mais c'est un regard un peu dilettante, hein, si on peut dire. Parce que, bien évidemment, chacun a son regard, chacun juge en fait ces histoires selon sa vision et ses compétences. Et donc la mienne, c'est la compétence d'un élément opérationnel ou d'un officier traitant de l'intérieur. Et donc, en fait, j'ai un regard professionnel, si vous voulez, de l'intérieur du système. Et j'espère que j'apporte quelque chose de Hmm. nouveau par rapport à ça. Mais on a bien compris en fait que vous êtes inspiré de votre histoire personnelle et de votre biographie pour étayer le livre. Mais comment vous avez travaillé en fait le sujet comment vous êtes-vous documenté en fait? Déjà, en fait, pourquoi j'ai décidé d'abord raconter mon histoire d'abord pour les lecteurs qui ne me connaissent pas, ça c'est la première chose, et ensuite pour aussi présenter, si vous voulez, par rapport à ces lecteurs, ma légitimité de parler de l'espionnage, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui racontent, je dirais pas n'importe quoi, mais Ouais. souvent des choses un peu superficielles, Hmm. et donc voilà, donc je raconte déjà la mienne, l'histoire qui m'avait été un roman. En fait, j'ai écrit déjà mon troisième livre, c'est Hmm. L'éclaireur, où je Hmm. raconte ma vie. D'ailleurs, cette année aussi, il va paraître chez Talandier au mois de septembre en poche. Et donc là aussi, c'est quelque chose, mais on pourra y revenir peut-être en Hmm. automne lorsqu'il paraîtra. Bien sûr. Si ça vous fait plaisir, Ah on oui. pourra refaire encore un petit une Mais petite émission. moi Et ce que puis après, en fait, j'ai fait la liste des histoires qui sont intéressantes, qui sont les plus connues, qui sont les plus représentatives, en quelque sorte, de l'espionnage. Mais j'ai voulu faire un mélange. J'ai pas voulu raconter uniquement les histoires qui sont liées à la Russie ou à l'URSS. Il y a les histoires qui sont bien évidemment liées au KGB, mais aussi à la GRU, la Direction générale du renseignement militaire, qui fait partie du ministère de la Défense russe, mais aussi du Mossad d'Israël, mais aussi des plus grands histoires telles que les cinq de Cambridge. En fait, c'est ces Britanniques qui ont travaillé pour le oui. KGB. Hmm. Voilà, des trucs comme ça. Et ça fait, en fait, après, c'était un peu compliqué de choisir lesquels Après, présenter le ça a livre. dû être en effet un choix cornélien en fait que de Ouais. sélectionner parce que tous sont Ouais. intéressants, mais après, on est obligé de faire un choix. Voilà, donc on a fait le choix avec mon éditeur et puis à la limite, la liste était en fait pas 15, la liste était de 40, 50 grandes histoires. Lui aussi, Et puis votre éditeur, il vous a aiguillé sur certaines histoires par rapport à d'autres. disons qu'on a échangé nos points de Oui, vue, et donc en fait lui il a eu son opinion, et puis il m'a rassuré en disant bon on fait un choix sur les 15 histoires, et si ça marche bah à la limite on fera le tome 2, le tome 3, 4, 5, hmm. autant qu'il faudra pour raconter pour faire une sorte de d'anthologie à De ce série. moment-là de l'espionnage, on est chéri. Donc c'est peut-être une série qui s'initie avec l'ombre des légendes. C'est sûrement quelque chose. Est-ce que justement, quelque chose qui a à voir mais qui est différent, vous aviez dit la dernière fois avoir négocié des droits cinématographiques pour l'éclaireur. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou non? Ah, c'est toujours d'actualité, mais vous savez, le cinéma, c'est un Ouais. temps très long Oui. parce que la production prend énormément de temps. Donc, pour le moment, c'est pas encore concrétisé au niveau de scénario. Et puis il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait la boîte de production qui a racheté les droits. Normalement, il les a rachetés pour 2 ans. Donc, en fait, cette année, Hmm. en fait, il y a déjà ces 2 ans qui sont écoulés.
et soit il doit encore une fois les racheter pour finaliser, soit ces droits reviennent à nous, à mon éditeur Nimrod, et à ce moment-là, on les vendra à une autre boîte. Mais il y a autre chose en fait, c'est puisque vous me tenez, c'est Mm. pour être plus dans l'actualité. Nous enregistrons notre émission le 3 mai Mm. et en fait dans 2 semaines, le 16 mai, vendredi 16 mai, au Festival de Cannes, donc à Cannes, Oui. il y aura un documentaire qui va être présenté qui s'appelle Spy Capital numéro 2. C'est Ah un oui. documentaire qui a été tourné par une boîte de production autrichienne de mon ami Boris Wolodarski, Mhm. qui est un historien des services secrets et aussi un officier de services clandestins, mais il a travaillé pour la GRU, le renseignement militaire. Mhm. Et donc, on a filmé ce film. Je n'ai pas participé au premier film, d'ailleurs, qui a très, très, très bien Et, marché. Il a été primé à plusieurs reprises. Et donc, le 16 mai, ah oui. il va être présenté dans la sélection officielle du Festival de Cannes Et les thèmes, pour les thèmes de ce documentaire, c'est quoi exactement? Ça va bah, être. c'est présenter la ville de Vienne en Ah oui. tant que capitale de l'espionnage. Mais en D'accord. réalité, on va parler aussi de l'espionnage. Donc, en fait, on va parler aussi de l'espionnage, mais plutôt côté alémanique. Par Mhm. exemple, on va toucher la question de Jan Marsal, qui est un homme d'affaires allemand qui a participé à une affaire d'espionnage pour le compte du SVR, pour le compte de Poutine et qui a fini d'ailleurs, on suppose qu'actuellement il se cache en Russie. Vous aviez fait un documentaire déjà sur Paris et ses espions. Ça. Ouais, je me souviens Mais plus du titre, mais vous savez, je crois que c'était Paris, capitale capitale d'espionnage, d'espionnage aussi. ou Paris nid d'espions, hein, un truc comme ça. Je crois que c'est Paris nid d'espions. Ouais, Voilà. Et puis j'ai participé à un autre documentaire qui était, vous savez, sur le parapluie bulgare, ouais. sur l'histoire de l'empoisonnement de l'opposant bulgare à Londres. Mm. Donc ça aussi, ça va paraître, je crois, à la fin de cette année. Donc vous voyez Beaucoup de quand même. projets, Oui, oui, beaucoup de beaucoup. préparation, Bon, ouais. beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire quelques mots encore sur l'ombre des légendes? En fait, qu'est-ce qui, par exemple, le titre que vous avez choisi, l'ombre des légendes, finalement fait référence, j'imagine, à l'espionnage. Mais est-ce que vous pourrez en dire plus sur ça? Oui, oui, donc en fait, l'ombre des légendes, parce qu'il y a des légendes, l'espionnage, c'est une activité mythique, on connaît peu de choses en réalité de l'espionnage. Vous savez, la plupart des histoires que nous connaissons, c'est les histoires qui ont raté. En fait, on ne connaît que les histoires Les histoires qui qui ont ont capoté, capoté. et en fait, les histoires qui ont réussi, on les connaît très peu. Et donc, en fait, c'est toutes ces histoires, on construit un mythe autour de ces histoires. Et moi, en général, je suis un casseur de mythes par rapport à l'espionnage. Ça veut dire que j'essaie de raconter tout ce qui est réel dans l'espionnage et non pas imaginaire, non pas autant. Ça marche très très bien l'imaginaire dans les séries télévisées, dans les productions hollywoodiennes ou dans les romans d'espionnage autant c'est peu appréciable dans tout ce qui est documentaire. Et donc, du coup, je suis un casseur de mythes. Par exemple, je vais reprendre l'histoire de Rainbow Warrior. Vous savez, l'histoire de Ah oui, l'espionnage français sous oui. Mitterrand. Sous laquelle le gouvernement socialiste a envoyé une équipe, enfin 3 équipes du service action de la DGSE pour Couler un navire. couler un navire, pas n'importe lequel, Pas c'est le n'importe navire lequel. de l'organisation Greenpeace, Hmm. qui embêtait le gouvernement français par rapport aux essais nucléaires, dans l'atoll Mururoa, dans le Pacifique. Oui. Et en fait, cette opération, si vous voulez, dans les médias français et dans le journalisme français, est présentée comme une affaire qui a raté, en fait, une affaire complètement ratée qui démontre en fait la faiblesse de la DGSE. Et je suis absolument pas d'accord avec cette approche de cette histoire. Et donc je raconte que en réalité l'histoire est réussie complètement du point de vue d'espionnage, du point de vue opérationnel, Hmm. professionnel de l'espionnage. Et ce qui a été raté, C'est la com.
c'est la com d'État. C'est l'État qui a Hmm. raté sa communication Hmm. et c'est l'État même qui a trahi le service d'espionnage. Parce que Laurent Fabius, comme Premier ministre, a révélé en fait des choses, des secrets d'État aux journalistes du Monde, à l'époque Edith Plenel et son associé. Et donc, ça a permis l'arrestation des gens et leur poursuite qui ne devaient pas se faire. Donc, en fait, l'État a trahi son service d'espionnage, ce qui, en principe, est la haute trahison. Voilà. Mais bon, Hmm. et donc, je raconte en fait les tenants et aboutissants de cette histoire, mais de mon point de vue pour professionnel de l'espionnage. Et De donc, votre point de vue professionnel de l'espionnage, c'est une opération qui a réussi, mais au point de oui, vue de la com d'État, c'est un échec. c'est un échec, effectivement. Mais D'accord. du point de vue de l'espionnage, c'est une opération parfaitement réussie. D'accord, ok. On va passer, si vous le voulez bien, en fait, à la deuxième partie de notre entretien concernant le questionnaire, en fait, où vous aurez en fait le loisir d'évoquer vos convictions, vos goûts, et on en saura un peu plus sur qui est Sergei Girnov, j'imagine, à la fin du questionnaire. Alors, première question, en fait, quelle est votre idée du succès parfait dans une mission de renseignement? Le succès parfait, c'est quand les buts de l'opération sont atteints. Donc ça, c'est déjà la première chose. Quand il n'y a aucune perte ni aucun blessé. Ça, c'est la deuxième chose. C'est important. D'ailleurs, effectivement, par exemple, dans l'opération de Rumber Warrior, il y a eu une victime collatérale, Hmm. donc qui est regrettable, mais en même temps, ça ne désavoue pas toute l'opération qui a été menée quand aucune source n'est compromise ni arrêtée. Parce que nous avons des gens qui travaillent pour nous, qui trahissent leur pays. Et donc, s'ils sont arrêtés suite au succès de notre Hmm. opération, c'est un échec pour l'opération. Et puis, quand l'ennemi ne sait rien du tout sur votre succès, sur ce que vous savez de lui, Oui. et quand et ignore en fait que vous savez tout sur lui. Et donc là, c'est Oui, parce on que peut dire que oui, mais parce que finalement, une opération de renseignement en fait réussie, c'est une opération de renseignement dont on ne sait rien en fait, dont on ne sait pas. absolument. Et c'est exactement ça. On a commencé déjà de le dire. L'opération qui est connue dans le grand public, c'est une opération qui est ratée. Et donc, de l'opération, des opérations réussies, on ne saura jamais rien. Ok. Quelle est votre plus grande crainte en opération, vous, Sergei Girnov? Bah, c'est un peu lié aussi à la première question, et donc en fait Ouais. qu'elle soit découverte par l'ennemi avant son aboutissement. Voilà, c'est qu'elle ne puisse pas se dérouler comme prévu. Voilà, ça Ça, c'est la plus grande crainte en fait, c'est finalement d'être pris. oui, ouais, ouais. C'est ce que Et vous avez déjà, surtout, c'est ce que vous avez ressenti en fait lorsque vous infiltriez l'ENA, par exemple. oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, quand enfin, quand nous on est sur le terrain, c'est encore pire parce qu'en fait, la plus grande crainte, c'est d'être arrêté, en fait, Ouais. d'être découvert, de se retrouver en prison, Ouais. d'être emprisonné, d'être et dans certains pays d'être torturé, et peut-être même assassiné ou tué. Hmm. Voilà. Et aussi une crainte quand vous avez quelque chose qui est dangereux, qu'il y ait des victimes collatérales. Comme je vous ai présenté brièvement cette histoire de Rumber Warrior, il y avait un photographe portugais qui est mort. Bon, après, j'explique que c'est presque de sa faute. Mais de toute façon, une victime collatérale, c'est toujours un échec et une crainte pour l'opération. Bah alors du coup, pour éviter cette crainte, je crois qu'il faut être un bon officier traitant. Quelle qualité déplorez-vous le plus chez un analyste ou un agent de terrain? Quelle qualité déplorez-vous le plus? Ça veut dire en l'occurrence, finalement, la qualité première d'un officier traitant. Un officier traitant. Donc, déplorer, ça veut dire regretter, en fait. Déplorer, ça veut dire regretter, ouais. Ouais. Donc, ce qu'on peut regretter, c'est un surestime de soi. Ah oui. Ça veut dire que quand on se croit tout permis et trop fort, là, je crois que chez un analyste ou chez un officier de terrain, je crois que c'est la qualité qui est la plus dangereuse.
La surestimation de soi, finalement. Ouais, Et la qui donne en fait une surestimation du terrain, en fait, et donc du coup une qui, mauvaise qui en fait fausse totalement votre fausse. vision, fausse votre perception de l'environnement et peut vous amener vers les conclusions qui sont complètement fautives. Comment on Par peut lutter exemple, contre ça, par exemple? pour ça, il faut avoir un esprit très critique. Je peux vous donner l'exemple concret. La guerre en Ukraine. Poutine donc a employé le cinquième service du FSB, le service de contre-espionnage. Ce n'était pas un service d'espionnage, c'était un service de contre-espionnage. Donc normalement, il ne devait pas être sur le terrain pour préparer ça. C'était normalement, ça aurait dû être la GRU, le renseignement militaire, ou le SVR, le renseignement extérieur, qui aurait dû préparer cette guerre, mais Poutine n'avait pas confiance en ces services-là et a voulu en fait casser le mécanisme et a donné quelque chose à un service qui n'était pas spécialisé. Et ce service l'a berné en fait parce que vous savez le service est efficace quand il livre au chef d'État l'information telle qu'elle, sans lui mentir. Mhm. Et en réalité, assez souvent, c'est difficile parce que le chef d'État à qui l'information ne plaît pas peut avoir la réaction négative par rapport au service. Et donc, personne ne veut être limogé, personne ne veut perdre son poste. Et donc, à un moment donné, le service commence à mentir à celui qu'il doit informer. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Poutine. Et donc, ce surestime de soi et la perte de la réalité, en fait, la perte d'esprit critique par rapport à ce que vous racontez, la perte de la vérité. Et en fait, la règle est vraiment d'or. Vous pouvez mentir sur le terrain, vous mentez tout le temps, mais vous ne pouvez mentir à votre service et vous ne pouvez pas mentir aux décideurs politiques que vous êtes censé de renseigner. Ça, c'est la qualité en fait qu'on déplore le plus chez un analyste. Maintenant, la qualité en fait que vous admirez le plus chez vos collègues dans le renseignement. Et en fait, c'est la qualité, la principale qualité d'espion des gens, c'est la curiosité. Hmm. Parce qu'on on peut nommer beaucoup de choses. Vous devez parler les langues étrangères, vous devez être communicatif, vous devez connaître la nature humaine, vous devez savoir manipuler les gens, vous devez avoir une force physique, vous devez avoir une résistance au stress. Mais pour moi, la première qualité, c'est la curiosité. Ça veut dire que vous devez aimer mettre le nez dans les affaires des autres. Et donc, en Mhm. fait, dans la vie normale, en fait, c'est pas une qualité, en fait, c'est un Ouais, c'est défaut. vrai, c'est vrai. Et en réalité, l'espion, c'est celui Dans qui est la un peu profession, c'est une qualité majeure, en fait. c'est une qualité majeure, ouais, parce que en Ouais. fait, c'est elle qui va vous pousser à devenir quelqu'un qui aura donc la réussite dans l'espionnage. Et Au début, c'est d'agir un peu à contre-courant finalement, parce que si justement dans la vraie vie c'est un aspect négatif et que dans la profession c'est positif, ça fait un peu bipolarien comme façon de penser. mais, je vous rappelle que l'espionnage, c'est une activité criminelle. Ouais, ouais, eh oui, exact. L'espionnage, c'est quelque chose, en fait, vous comprenez, hein, Ouais, ouais, si vous commencez à regarder chez votre voisin, normalement, en c'est France, pas vous bon. êtes condamné. Vous serez condamné, hein, c'est du pénal, hein. Regardez chez votre voisin quand il vous a pas donné l'autorisation de le faire, le filmer, l'écouter, etc. Dans l'espionnage, c'est le but de l'espionnage. Et je vous Hmm. rappelle que l'espionnage, c'est une activité criminelle. Hmm. Le trait de caractère qui vous définit le mieux dans votre travail, vous, Sergei Girnev. Moi, je crois que c'est difficile, bien évidemment, de parler de soi, mais je crois que ma première qualité, c'est le non-conformisme et la liberté d'esprit, le non-conformisme. Ça veut dire que, en fait, je faisais toujours et je le fais toujours la douce transgression des règles. C'est ça le truc. En fait, ce que je déteste le plus, c'est les gens la bien-pensance qui vont en fait, Ah oui, qui vous empêchent en fait de vous d'avancer. remettre, d'avancer, de vous remettre en question. Voilà. Et l'esprit critique, en fait, c'est le non-conformisme et l'esprit critique. Ça, c'est mes qualités. Ça, c'est vos qualités qui vous ont suivi tout au long de votre parcours Ouais, et on le ouais, sent bien ouais, d'ailleurs ouais. Et, dans et, vos choix et, artistiques. et qui m'ont d'ailleurs posé beaucoup de problèmes, hein, aussi. Quel serait, selon vous, le comble de l'échec dans une mission?
Je crois que le comble, ce serait que les acteurs d'une mission et le commandement croient que la mission réussit, quand en réalité elle a complètement capoté. Oui, exact. C'est déjà arrivé ou pas? C'est déjà arrivé, je pense. Ah oui, oui, oui. C'est arrivé à plusieurs reprises, ouais, ouais, bien sûr. Si vous pouviez améliorer une compétence liée au renseignement, laquelle serait-ce? Je crois que la mémoire. La mémoire. Si je demandais vraiment, vous savez, si on me demandait qu'est-ce que tu voudrais qu'on te donne, je crois la mémoire. Et vous savez, je rêve de cette époque où on nous mettra un chip dans la tête et on pourra avoir l'encyclopédie entière, Britannica ou Wikipédia dans la tête Direct, sans ce consulter serait bien. Internet, avoir accès à toute l'information mondiale, avoir tous les principaux livres dans votre tête. Donc la mémoire, c'est quelque chose, je suis preneur toujours, hein. Là, on a vu en fait des aspects psychologiques maintenant, mais quel événement historique, à présent, lié au renseignement, vous admirez le plus? C'est un événement que je décris d'ailleurs dans L'Ombre des légendes. Pour moi, c'est les archives Mitrokhin. Ouais. Donc, en gros, c'est un collègue du KGB qui a été un peu évincé. On l'a mis dans les archives. Et pendant 12 ans, vous savez ce qu'il a fait? Il Ouais. a recopié, pendant le travail, la journée de travail, il mémorisait les fiches secrètes dans les archives. Il rentrait chez lui, il les transcrivait chez lui. Il a fait ça pendant 12 ans. Il a eu 5 malles énormes de petites fiches retranscrites. Je crois il y en a eu 30 000. Et après, il a attendu encore 8 ans avant de les revendre. Ça veut dire qu'il a fait ce travail pendant 20 ans. Ah ouais, excellent. Et quand, et quand il a vendu ça, donc il a proposé ça à la CIA. La CIA, ils étaient cons parce qu'ils n'ont jamais cru que c'était réel. Ah Et ouais, ce sont les Anglais qui ont qui vu tout de ont suite, pris. et qui ont compris. Et donc les archives Mitrokhin, je crois que c'est quelque chose c'est un événement historique que j'admire le plus. Ouais. Ah, excellent. Quel est d'ailleurs votre outil de technologie préféré dans votre métier, en fait, puisque finalement la technologie n'est pas sans départir de l'espionnage, en fait, ou du renseignement, en fait. Alors, quelle est-elle? Vous allez rigoler. Le cerveau humain, Le c'est le cerveau. meilleur outil. Il y a pas de meilleur. Bon, ça, c'est un petit peu la langue de bois aussi, hein, en même temps. Sur la partie outils technologiques, on s'attendait à plein de choses et on ne saura finalement rien, à part le cerveau. Mais le cerveau qui est intéressant parce que vous citiez la mémoire. Et la mémoire fait partie intégrante en fait du cérébral en fait, donc du coup ça recoupe. Ça, Savoir apprendre, savoir s'adapter, savoir manipuler d'autres personnes. Non, non, nous avons déjà l'outil le plus performant sur Terre qui est notre cerveau. est-ce que vous vous considérez comme un héros dans l'histoire du renseignement? Oh, pas du tout. Ah non, 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 je suis absolument pas un héros. Je suis un merle blanc, en fait, je suis une exception parce que, en fait, ça s'est passé de telle façon que je peux raconter librement les histoires de l'espionnage venues de l'intérieur. En fait, c'est ça. Mais il n'y a rien d'héroïque par rapport à ça. C'est parce que le KGB, le service pour lequel j'ai travaillé, a capoté, en fait. Il a disparu et donc, du coup, je me sens libre de raconter ce qui m'est arrivé. Quel est le fait militaire ou stratégique que vous estimez le plus? Ça, il y en a plusieurs. Si on prend l'Antiquité, je crois que le truc mythique le plus intéressant, c'est le cheval de Troie. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est le cheval de Troie, Exact. cette histoire de la guerre de Troie, où donc les Grecs ont apporté, apporté le Il y a cheval, une histoire de mystification en fait énorme en fait. de mystification et surtout de la Le mise en fait complot, de complot, le complot. parce que en fait les Ça, Troyens ont cru donc à un cadeau des Danaïens, l'ont amené donc dans la ville protégée et puis comme ça la ville de Troie est tombée, a été conquise. Et vous d'où citiez. d'ailleurs après est venue cette expression Ouais. latine, Timeo Danaos et dona ferentes. On doit se méfier de tous les cadeaux qu'on vous apporte. Excellent, excellent. D'accord, je ne connaissais pas la locution. Si vous pouviez vivre à une autre époque,
vous pour y pratiquer le renseignement, laquelle choisiriez-vous? Vous aussi, vous allez rigoler, vous allez être étonné. La même. La même, Je veux pas, la Grèce. je veux pas vivre une autre époque parce que la mienne était l'époque, en fait, où l'espionnage, c'était la guerre froide, mais c'était la fin de la guerre froide, et donc on risquait déjà moins, mais c'était encore l'âge d'or en fait de l'espionnage. Et Vous donc il y a pas, referiez pareil. il y a pas de meilleure époque. Quelle est la vertu la plus importante pour réussir dans ce domaine? La vertu. La vertu, je crois que c'est le respect de la psychologie humaine ou de l'être humain, Hmm. le respect de l'être humain. Parce que vous ne pouvez pas manipuler l'être humain sans le respecter. Oui, exactement. Maintenant, en fait, en effet, sur les erreurs du passé, quelles erreurs dans le passé vous inspirent le plus d'indulgence lorsqu'elles sont commises par d'autres, par exemple? En fait, c'est lorsque le seul fautif qui est puni, c'est Hmm. celui qui a commis cette erreur. Donc Ouais. en fait là, donc pour moi, c'est l'indulgence est déjà venue du fait qu'il est déjà puni et de toute façon, c'est le seul fautif. Donc là, c'est Dernière question concernant mon questionnaire sur le renseignement inspiré de Proust. En fait, quelle est la devise personnelle en tant que professionnel du renseignement choisiriez-vous? c'est un dicton russe qui dit l'œuf est précieux pour le jour de Pâques. Est-ce qu'on peut C'est-à-dire savoir la prononciation en russe que ça donne? Дорого яичко Христову дню. D'accord. Donc exactement, donc en fait l'œuf est cher pour la journée du Christ. Parce que en fait dans le renseignement, il est précieux le moment venu exactement où on a besoin et il ne sert plus à rien quand c'est passé. On vient de se prêter à un jeu intéressant, en fait, celui des questions en fait de Proust, etc. Vous-même, en fait, vous, Sergei Girnov, en fait, vous êtes joueur. Ah, je suis très joueur, oui, bien sûr. Et quand vous êtes chez vous, au calme, en fait, vous jouez à quoi? Au Cluedo, au Monopoly, à la bonne paye? Non, ou aux échecs? Non, en réalité, je joue très peu dans les jeux tout seul. Non, non, je fais le solitaire de temps en temps parce Ah que ça ouais. me calme. En fait, c'est assez marrant. Je suis assez basique par rapport à ça. Mais en revanche, j'aime beaucoup les jeux de société. J'aime beaucoup Monopoly avec des amis. Monopoly. D'accord, Ouais. ok, très bien. Très bien. Est-ce que vous avez le mot de la fin, Sergei Girnov? C'est parti. C'est très simple. Achetez, lisez mes livres. Parfait. Voilà, c'est clair, net et concis. Au moins, en fait, on est sûr. En tout cas, celui qui va paraître quand, en fait, l'ombre des légendes? 5 juin, début juin, le 5 juin, jeudi Le 5 5 juin. juin 2025. Un rendez-vous à ne pas manquer. Surtout, ruez-vous, en fait, dans vos librairies, Fnac et autres Sur toutes libraires, les, sur toutes les sur plateformes toutes les Internet, plateformes. dans les grandes librairies, mais aussi chez n'importe quel libraire qui peut commander mon livre pour vous. Et puis je vous inviterai à réécouter en fait cette émission en fait sur ma chaîne YouTube, voilà, où vous pourrez trouver celle de Sergei Girnov également. Voilà. Ok, Merci merci. bien en tout cas, Sergei. À bientôt. Je referme cette page en fait en vous souhaitant une bonne journée et à la semaine prochaine pour une autre émission des ondes clandestines. Merci. Merci, merci.